En attendant que vous apprêtez vos objectifs, juste pour situer le contexte, dans cette même salle, nous vous avons réunis, moi singulièrement, j'ai tenu une conférence de presse avant le début, le lancement de la campagne référendaire. Pendant la campagne référendaire, vous nous avez vus en action, notamment dans le cadre des activités du COPI citoyen, et moi, singulièrement, sur certains plateaux, télé, en ligne, radio, dans des causeries, pour ce référendum. Et il est tout à fait normal qu'à la fin du processus, de la manière que je vous ai convié au début, je vous convie de nouveau pour faire le point et me soumettre à cette même rigueur de votre part, celle de répondre effectivement à vos différentes interrogations. Mais seulement qu'aujourd'hui, je suis là pour faire un point factuel, analytique, du référendum auquel nous avons tous participé, je présume. Voilà. Donc quand vous êtes prêts, vous me faites signe et je vais vous délivrer le message qui est le mien sur la lecture de ce référendum. Et vous allez vous rendre compte que cette lecture n'a rien à voir avec tout ce qui se relaie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je mets souvent à défi les uns et les autres d'avoir la même rigueur scientifique, parce que notre mission est d'édifier, est d'informer et non chercher à manipuler les masses et autres. On va à table. Aristide. Prends le téléphone avec Daniel pour prendre des images derrière les journalistes, ça les prendre un nom. Je risque de bronzer là en restant debout, donc c'est à vous, avec vos objectifs, vos lumières là, il serait de devenir métis. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Donc, on va à 3. 1, 2, 3. Conférence de presse sur l'élection référendaire. Avec pour titre référendum 2024, avec ses 416 983 voix pour le oui a mobilisé 3 fois plus de votants par rapport à ceux ayant voté pour l'alternance en 2023, laquelle alternance était soutenue par M. Jean Ping, qui avait récolté 169 000 voix à l'époque. En ce qui est du référendum, le contexte historique et sociologique. Les Gabonais ont été invités à participer le samedi 16 novembre 2024 à la 3e élection référendaire de leur histoire, et la première depuis bientôt 30 ans. La Constitution du 26 mars a connu en 33 ans 9 modifications, dont une seule par voie référendaire et les 8 autres par voie parlementaire, soit près de 90% de modifications de notre Constitution par voie parlementaire, en 33 ans. Sur la même période, en dehors de l'élection référendaire de 1995, les Gabonais n'ont été habitués qu'aux catégories d'élections, qu'à d'autres catégories d'élections, à savoir 6 élections présidentielles en 33 ans, 7 élections législatives et 7 élections locales, où le principal intérêt portait sur le plébiscite envers un individu qui pouvait être le leader politique, le parent, l'ami ou la connaissance. Les principaux électeurs du référendum de 1995 sont aujourd'hui âgés de moins de 46 ans, pour ceux qui avaient 18 ans en 1995.
dans un pays aujourd'hui où plus de 65% de la population a moins de 35 ans. Quoique très connectée, cette tranche d'âge essentiellement étudiante, lycéenne, diplômée ou non, se retrouve la moins intéressée et la moins impliquée par les questions de gouvernance de notre pays. Cette élection référendaire s'inscrit dans un contexte particulier. Première élection référendaire en près de 30 ans, dans un contexte de transition militaire et surtout en pleine année académique, alors que généralement en période de vacances, les élections sont organisées. Aussi, en près de 30 ans, c'est la première fois que les Gabonais étaient appelés à voter pour leurs droits et libertés fondamentaux et non à voter pour une personne. Cela s'est fait bien sûr ressentir tout au long de la campagne référendaire où le référendum a été assimilé par les uns au soutien au président de la transition et pour les autres au rejet de la gouvernance du président de la transition au lieu de mettre l'accent sur les droits et libertés fondamentaux, principal axe de notre Constitution. Les arguments des uns et des autres sur les plateaux télé, les lives des activistes sur la toile, les échanges dans les quartiers l'attestent à suffisance. Certains se sont mobilisés pour aller voter afin de marquer leur soutien au président de la transition et d'autres allant voter contre du fait pour plusieurs qu'il y avait trop de pédégistes dans la transition et que de ce fait, le projet de constitution était pédégiste, alors que ce dernier ne portait que sur les droits et libertés fondamentaux des Gabonais. Analysons la participation citoyenne aux élections. Partant de 2009 à 2023, tout en revenant sur le référendum de 1995. Pour mieux comprendre la participation des citoyens aux élections au Gabon, il convient d'apprécier et d'interpréter le tableau qui vous sera diffusé, dont je vous en donne la teneur. Le référendum de 1995 a mobilisé en participation 63,55% de notre population. La présidentielle de 2009 a mobilisé 807 402 inscrits pour 357 605 votants, pour un taux de participation de 44,29%. Les législatives au premier tour 2011 ont mobilisé moins d'inscrits, 745 645, pour moins de votants, 255 570, pour un taux de participation de 34,28% et un taux d'abstention de 65,72%. La présidentielle de 2016, qui a cristallisé toutes les attentions, a mobilisé en inscrit 619 342 électeurs, en votant 371 309 électeurs pour un taux de participation de 59,46%. Les législatives 2018, au premier tour, ont mobilisé 667 284 électeurs pour un taux de participation de 58,63%. Le référendum 2024 a mobilisé 868 115 électeurs pour 463 066 votants pour un taux de participation de 53,54%. Les sources de ces données sont contenues dans le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection 2016, dans le rapport de la mission d'observation du référendum de 1995 et dans plusieurs autres articles de presse appartenant notamment à certains de vos médias. De cette interprétation, l'interprétation du tableau ci-dessous fait ressortir des faits historiques en rapport avec la première élection référendaire depuis 30 ans. Lesquels sont 1. Cette élection référendaire est l'élection qui a mobilisé le plus d'inscrits de toute l'histoire des élections au Gabon. 868 115 inscrits. Soit
plus de 200 000 inscrits par rapport à la présidentielle de 2016 et les législatives de 2018. Les Gabonais, contrairement à ce qui peut se dire, étaient intéressés à aller exprimer leur droit de vote. Ce sont les chiffres qui parlent. Je ne suis pas sûr l'analyse de la clameur sur les réseaux sociaux parce que c'est deux mondes différents. En deux, cette élection référendaire est l'élection qui a mobilisé le plus de votants. C'est la première fois depuis qu'on organise des élections au Gabon qu'on dépasse la barre de 400 000 votants. On a toujours été en dessous de la barre de 400 000 votants. Et le nombre de votants le plus important ces derniers temps était lors de l'élection présidentielle de 2016 où le plafond était à 376 000. Donc pour cette élection référendaire, on se retrouve avec pratiquement 100 000 votants de plus. Ce qui peut, à travers une arithmétique, justifier un taux de participation qui est relatif. Parce qu'on a plus d'inscrits, on a plus de votants. Et quand on fait la division, c'est normal que le ratio soit appréciable. Mais si on prend le nombre de votants de 468 000, pour les transposer par exemple au nombre d'inscrits de 2009 qui était à 807 000, ou ceux des autres élections qui suivaient, le pourcentage peut être autour de 75%, entre 70 et 75% de taux de participation. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu de part et d'autre, où on se limite au taux de participation, mais quand on analyse dans le fond, on se rend compte que cette élection a mobilisé plus de votants qu'aucune autre élection au Gabon. Troisième fait historique. Avec 416 983 voix pour le oui, le nombre de votants pour le oui au cours de ce référendum correspond à quasiment 3 fois le nombre de votants ayant soutenu le bulletin du candidat du changement 2016, qui est M. Jean Ping, qui avait récolté, selon le rapport de l'Union européenne, 169 054 voix. Donc, on a 3 fois plus de Gabonais qui ont soutenu ce référendum en votant oui que ceux qui ont voté pour l'alternance en 2016. Ça, ce sont les données qui sont officielles, ce sont les chiffres, et c'est pourquoi je m'exprime toujours sur la base de cette rigueur scientifique, parce que entre ce que l'on dit et ce que l'on démontre, deux choses extrêmes, et on a pu le constater lors de nos différents débats. Le quatrième fait historique. Avec un pourcentage de 97,08%, la province de la Nyanga, votant majoritairement non, notamment lors du référendum de 1958, s'est retrouvée la deuxième province à accorder plus de plébiscite à ce référendum. Pour une province historique qui a toujours été du côté du non, mais qui se retrouve au niveau national comme étant la deuxième province à soutenir ce projet de référendum, je pense que c'est un indicateur important pour attester de la mobilisation et de l'intérêt des Gabonais, même dans les provinces les plus frondeuses, à soutenir ce projet de constitution. Le cinquième fait historique, nous avons assisté à la proclamation la plus rapide des résultats d'une élection au Gabon. En moins de 24 heures après le dépouillement, nous avons obtenu les résultats officiels. Alors que, quand c'était sous la gouvernance de ceux qui aujourd'hui cherchent à avoir une virginité politique et se reconvertir dans l'opposition, il fallait attendre des jours et des jours pour avoir des résultats. Ce référendum a démontré qu'en moins de 24 heures, on peut obtenir des résultats avec autant d'observateurs nationaux et internationaux que c'est possible. Ce qu'on n'a jamais pu avoir, notamment sous le système déchu, qui pour pouvoir justifier leur fraude, non seulement ils nous donnaient les résultats très en retard, et même quand ils les donnaient, la tendance était maintenant à l'exclusion des observateurs internationaux. Et ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui veulent devenir des donneuses de leçons en matière de démocratie, alors qu'en pleine transition, ils ont pu apprécier pour une première fois de toute leur vie la beauté d'une élection transparente, une sensation qu'ils ne nous ont jamais donnée pendant toute leur
gouvernance. Relevons toutefois que le taux de participation à cette élection référendaire 2024, estimé à 53,54%, est 10 fois inférieur au référendum de 1995, dont le taux de participation s'élevait à 63,55%. Toutefois, il faut préciser qu'il s'agissait ici de deux projets de constitution, rédigés dans les contextes différents. Le premier, celui de 1995, rédigé sans consultation inclusive et massive du peuple gabonais, mais fruit d'un texte consensuel rédigé à Paris entre les politiciens de la majorité de l'opposition gabonaise avec l'appui des techniciens, des juristes français, alors que le projet de constitution qui a été soumis à notre appréciation a vu une inclusion de la population gabonaise dans son entièreté, partant des contributions et autres, à être associés à la rédaction de leur constitution sans l'appui des experts internationaux. Ce projet de constitution est de ce fait le tout premier projet et la première constitution rédigée par le peuple gabonais dans sa majorité, rédigée au Gabon avec les techniciens gabonais sans l'appui des techniciens extérieurs. Depuis que le Gabon prépare ses constitutions et les rédige, rien ne peut démontrer le contraire. Ça s'est toujours fait avec l'appui des techniciens français. C'est la première fois qu'on rédige nous-mêmes ce que nous voulons dans notre constitution. Ce caractère inclusif fait que ce projet de constitution a le mérite d'être le projet de constitution le plus équilibré que le Gabon ait connu, avec une réduction considérable de la domination des politiciens dans ce dernier, pour une présence plus importante, comme jamais auparavant, des acteurs non politiques, sociétés civiles, religieux, traditionnalistes, entrepreneurs, acteurs du numérique, etc. Projet auquel certains acteurs politiques s'opposent farouchement, car en réalité, vous l'aurez compris, cette constitution dépossède ces derniers de plusieurs prérogatives, dont certaines ont été partagées avec les non-politiques. C'est le principal souci aujourd'hui. Cependant, certaines limites méritent d'être relevées par rapport à l'organisation de ce référendum. 1. Le fichier électoral. Déjà largement contesté par nous, acteurs de la société civile, depuis les précédentes élections, ce fichier mérite d'être toiletté et surtout mis à plat, car comprenant des électeurs fantômes, les milliers d'expatriés inscrits sous le système Bongo PDG afin de gonfler les listes électorales en faveur d'Ali Bongo Ondimba, notamment pour la présidentielle 2023. Avec un nombre de votants de 463 066 à ce référendum, et si le fichier était réellement toiletté, la participation se situerait au-delà de 70%. Donc, l'un des éléments qui nous ramène à une participation acceptable de 53% est notamment le fait que dans ce fichier électoral, nous avons plusieurs paramètres qui font que nous n'ayons pas la population réelle des électeurs. La deuxième limite, c'est la trop grande présence des membres du système déchu, Bongo PDG, comme porteurs de ce projet de la Constitution, ayant assurément poussé certains à se démobiliser. Le fait qu'ils aient été porteurs de ce projet, et on a pu le ressentir sur les réseaux, dans les quartiers, a fait qu'il y ait une confusion entre le contenu du projet et le porteur du projet, faisant que les gens se concentraient plus sur le porteur et estimaient que le contenu n'était pas important parce que le porteur n'était pas celui qui était habilité à porter ce projet-là. La quatrième limite, ce sont certains scores soviétiques de 100% dans certaines circonscriptions, notamment le Haut-Togo, que nous avons déjà décrié en 2016 et autres. Des zones où personne ne tombe malade, personne n'est absent, ainsi de suite. Et nous rappelons ces scores, nous rappelons ainsi les mauvais souvenirs de 2016 et la présence de la même machine du système Bongo PDG
qu'il faut impérativement détruire. La quatrième limite, c'est le coût élevé lié à l'organisation de ces élections, soit 27 milliards. Un coût qui mérite plus d'éclaircissement de la part du ministre de l'Intérieur devant le Parlement. Chose pour laquelle je m'engage à travers les questions d'actualité, les questions écrites ou les questions orales. La cinquième limite, la non-appropriation réelle des enjeux d'une élection référendaire par les populations et surtout plusieurs acteurs du oui et du non, car ce référendum ne consistait pas à plébisciter le président de la transition ou à dénoncer la trop grande présence des prédégistes dans les organes de la transition, mais par contre à présenter aux Gabonais les droits et libertés fondamentaux et la future organisation politique de leur pays. Dans ceux qui ont défendu le projet, à près de 70%, nous nous sommes éloignés de l'objectif. Présenter le fond, mais on est resté sur la forme. Ceux du oui majoritairement, le message qui passait en votant oui, c'est soutenir le président. Ceux du non, en votant non, c'est combattre les PDGistes qui sont autour du président, alors que l'intérêt, c'était de dire aux Gabonais qu'est-ce qu'il y a comme droit, liberté, avantages, organisation politique de leur pays pour les années à venir. La sixième limite, c'est l'organisation rapide de cette élection, n'ayant pas donné assez de temps pour expliquer le contenu, d'une part, et son organisation en période scolaire, ne permettant pas à plusieurs électeurs de rejoindre leur circonscription de vote, d'autre part. À cela s'ajoute le faible nombre de bureaux de vote, notamment dans la diaspora. Enfin, je me félicite particulièrement pour l'adoption de cette constitution, dont les jeunes, tranche d'âge la plus connectée, mais aussi la moins inscrite sur les listes électorales, ne mesurent pas encore la portée de cette constitution qui, sur le plan économique et social, permettra de prendre des lois et des textes réglementaires, notamment pour 1. Matérialiser la souveraineté du peuple sur les richesses du sol, du sous-sol et du numérique, donnant ainsi la priorité de l'exploitation des richesses de notre sol et de notre sous-sol aux compatriotes locaux. Ainsi, créant ainsi une classe d'hommes d'affaires comme au Nigeria et au Ghana. Avant, la souveraineté des richesses du sol et du sous-sol était du ressort de l'État. Dans cette constitution, cette souveraineté est dorénavant du ressort du peuple. Ce qui revient à dire que dans cet état d'esprit, l'idée est de permettre aux locaux d'être prioritairement les exploitants de leurs richesses naturelles, au lieu que ce soit l'État qui en soit le premier intéressé. 2. Donner un statut notamment professionnel à ces milliers de créateurs de contenu, acteurs du numérique, etc., à travers la consécration du numérique dans la Constitution. Ainsi, ils pourront désormais faire de leur art leur métier avec possibilité de cotiser à la CNSS pour leur retraite. Il n'y avait pas de disposition liée au numérique. La consécration du numérique est aujourd'hui une opportunité pour créer un cadre professionnel aux acteurs du numérique qui pourront dorénavant être des professionnels, cotiser à la CNSS, avoir une carte d'assurance maladie, plus en tant que Gabonais économiquement faible, parce que c'est sous ce statut qu'ils sont présentement enregistrés, mais comme professionnels du numérique. Et ça, c'est l'une des principales innovations de ce projet de constitution. En 3, obliger l'État à dorénavant soutenir les entrepreneurs, au même titre qu'il soutient les travailleurs, par la consécration du droit à entreprendre pour la première fois dans notre Constitution, mais aussi la consécration du salaire équitable, obligeant tout employeur d'immatriculer ses employés, partant de la dame de ménage au dernier des employés.
La consécration du salaire équitable a 7 conséquences. Les gens ne devront plus être payés en dessous du SMIC, qui est à ce jour de 80 000 francs minimum, à ne pas confondre avec le revenu minimum, qui est le RMM, qui est à 150 000 francs. La troisième incidence, obliger chaque administration ou entreprise au Gabon, dorénavant, à réserver un quota d'emploi aux personnes vivant avec un handicap du fait de la consécration dans notre Constitution de l'égal accès à l'emploi et aux services publics pour les personnes vivant avec un handicap. En 5, permettre au peuple autochtone et à la diaspora d'être obligatoirement représentés dans les institutions de notre pays, notamment le Conseil économique et social. Si la diaspora et les peuples autochtones sont clairement définis comme membres obligatoires du Conseil économique, social, environnemental et culturel, cette constitution nous permet désormais de batailler pour avoir obligatoirement la diaspora au Parlement, les peuples autochtones y étant de façon naturelle déjà à travers certains parlementaires qui sont issus des peuples autochtones. En 6, permettre aux communautés traditionnelles et religieuses d'avoir leur premier statut clairement défini, pouvant aboutir à la reconnaissance juridique des mbandja, des corps de garde et autres. C'est certains éléments consacrés dans cette Constitution qui nous permettront dorénavant d'aboutir à ces résultats. Pour terminer, la campagne référendaire étant terminée, place maintenant au travail pour voir comment consacrer les acquis de cette Constitution, au nombre desquels se citer plus haut. Rappelons que l'article 173 de la Constitution, adopté le 16 novembre 2024, dispose, je cite, « Sous réserve des dispositions de l'article 172 ci-dessus, la présente Constitution entre en vigueur après l'élection du président de la République. » Fin de citation. Vivement que cette élection se fasse afin de permettre au Parlement d'amorcer la restauration des institutions et la dignité des Gabonais à travers des lois en phase avec cette Constitution, notamment sur les aspects sociaux, économiques, culturels, politiques, etc. Car un pays ne peut pas vivre que et uniquement de la politique, même si cela a été notre quotidien pendant plus de 63 ans. Je vous remercie et je reste disposé à répondre à certaines de vos interrogations, notamment sur cette question ou sur des questions d'actualité, en rapport avec le référendum. Je présume que tout est clair, tout est bon. Pas de questions. Le message est donc passé. Je demandais que je suis disposé, mais je ne vois aucune main levée. Il y a forcément une question. Bon, non, mais peu importe. Hein. Tu cherches tout en plus. Alors, je vais revenir un peu sur... j'ai juste deux questions. La première, c'est de savoir quelle analyse faites-vous de la participation citoyenne à ce référendum constitutionnel du 16 novembre dernier. D'accord. C'est la première question. La deuxième est de savoir, alors dans votre plaidoyer, votre présentation, à vous entendre, vous semblez soutenir, ou sinon prêcher pour la chapelle, oui. Mais je suis... écoutez, oui. et rejeter les contestations des partisans du non, finalement, vous êtes de quel bord exactement? Je rappelle que vous êtes député de la transition. Enfin, je cherche à cerner la dernière question, voilà. Parce que celui qui se tient ici a battu campagne pour le oui. Maintenant, de quel bord? Là, j'ai bel et bien envie de savoir à quoi, quel bord dans quel sens? Parce que dans le cas du référendum, je suis partisan du oui. Oui. Maintenant, quel bord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous semblez, comment dire, c'est-à-dire les partisans du non, pour vous, on peut battre ça en flèche, quoi. Non, mais c'est parce que j'ai déjà présenté les limites ici. Au nombre de ces limites liées à l'organisation du référendum, j'ai parlé d'élections rapides
qu'a été ce référendum. J'ai parlé des limites liées au fichier électoral. J'ai parlé de la trop grande présence des membres du système de chute, donc au PDG, pendant cette campagne, parce que les partisans du non, c'est essentiellement justement sur ces aspects qui se sont appuyés pour vendre la campagne du non. Et on a pu le voir à travers les slogans. Voter non, c'est voter contre le PDG. On a tous lu ça. Donc ce qui sous-entend que même eux-mêmes, tout comme certains partisans du oui, je l'ai relevé, notamment ceux qui demandaient à voter pour la Constitution parce qu'il fallait soutenir le président, j'ai relevé ça comme étant des limites. Le projet de Constitution ne visait pas à dire « battons campagne contre le PDG » ou « battons campagne pour soutenir le président ». Le projet de Constitution visait à expliquer aux Gabonais quelle est l'incidence des 173 articles sur leur quotidien. Pas seulement du point de vue politique, comme l'ont fait les partisans du non, qui sont restés essentiellement sur une démarche politique, à ne contester que les aspects politiques. Je vous prends tous à témoin, vous étiez tous à nos événements. Avez-vous entendu une seule fois du côté du non quand on vous parle des aspects économiques de la Constitution? On vous parlait du mandat de 7 ans, on vous a dit le président est un super président, vous avez tous suivi le plateau débat sur la télé. Jusqu'à présent, on ne m'a jamais précisé quel est l'article en plus qui a été rajouté, consacrant plus de pouvoir et la hyper-présidentialisation qui était vendue. Jusqu'à présent, on n'a jamais donné cet article. C'est pourquoi j'ai tenu, moi, pas sur la base des émotions, comme je sais le faire, à rester factuel en analysant cet aspect. Maintenant, sur la participation, mais moi, je parle en fonction des données. Parce que s'il fallait simplement qu'on analyse la clameur sur les réseaux sociaux, parce que simplement ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont majoritairement ceux qui ont la grande audience. Ce sont ceux qui sont le plus suivis par ceux qui sont connectés. Et je vous ai dit ici, plus de 65% de notre pays est composé des jeunes. Et ce sont les plus connectés. Mais ces jeunes ne sont pas intéressés par les questions de gouvernance. Donc, ils sont présents sur les réseaux. Quand leur leader, qui a 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million de followers, dit la Constitution est mauvaise, sans expliquer pourquoi, ces jeunes qui sont contestés, qui sont connectés, ne font que relayer ce message. Je me suis retrouvé pendant la campagne à l'USO pour parler de la Constitution, par exemple, aux mutuelles réunies. Et j'ai fait un exercice simple. Qui dans la salle a lu la Constitution? Sur tous ceux qui étaient présents, il n'y avait même pas une dizaine de mains levées. Mais ce sont ces jeunes-là qui, sur la toile, la Constitution est mauvaise, hyper-présidentialisation, super président. Mais pourquoi? Parce qu'ils écoutent ça de leurs leaders qu'ils suivent d'habitude. Mais ils ne partent pas faire le lien pour eux-mêmes se forger leur opinion. Parce que c'est l'effet du buzz, ainsi de suite. On a même vu des lycéens, on a suivi ces vidéos-là sur les réseaux, qui n'ont même pas l'âge de voter, mais qui prennent le téléphone. On vote non contre la Constitution. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont connectés, c'est le message qu'ils écoutent de leurs leaders sur la toile, qui ne font que reprendre de façon inconsciente ou consciente, c'est selon, dans leur milieu respectif. La participation, elle ne s'apprécie pas uniquement par rapport au taux. Si moi j'ai envie d'évaluer une mobilisation, je prends un cas simple. J'ai 3 personnes qui sont invitées à participer à une activité. Sur les 3 personnes, une personne arrive. Taux de participation, 1 tiers, 33%. La même activité est organisée ailleurs ou à une autre occasion. 100 personnes sont invitées. Sur les 100 personnes invitées, il y a 50 qui arrivent. Je prends un cas simple. Non, je prends l'inverse. J'ai 3 personnes qui arrivent, qui sont invitées à une activité. 2 arrivent sur les 3. Ça fait 66% de participation. J'organise la même activité où j'invite 100 personnes. Mais c'est 53 personnes qui arrivent. Ça fait 53% de participation. Ça ne reste que sur les taux. Quelle est l'incidence? L'incidence, c'est qu'on dira, la première activité a mobilisé plus de personnes que la deuxième. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu un taux plus important parce qu'il y avait moins de personnes présentes que l'autre activité où le nombre de personnes invitées était plus important et le nombre de présents à cette activité était plus important. C'est pourquoi dans mon
analyse, je vous ai démontré que cette élection référendaire est la toute première élection, depuis qu'on organise les élections en 1958, qui a mobilisé et qui nous a amené au-delà de 400 000 votants. On n'avait jamais atteint, avant ce référendum, la barre de 400 000 votants, mais on allait plus loin. On a frôlé la barre de 500 000 votants en ayant 468 000 et quelques votants. Et c'est une première dans notre pays. Donc on ne peut pas dire que la participation n'y était pas. Oui. C'était les deux questions, j'ai répondu. Je voulais ajouter, alors, vous avez relevé quelques irrégularités au cours de ce référendum constitutionnel. Qu'entendez-vous faire exactement? Mais ces irrégularités... Bon, en fait, mais ça, c'est maintenant l'appréciation à la fois des décideurs. En dehors, effectivement, de... Bon, ce n'est pas une irrégularité, c'est une observation sur le budget élevé. Mais sur les autres aspects, c'est aux décideurs de prendre leurs responsabilités. Le fait qu'on dise qu'on a trop de personnes issues du système de CHU qui étaient porteuses de ce projet, c'est une question qui ne peut pas se régler par un texte ou par une loi. Ça, c'est une décision politique, c'est aux décideurs de tirer les conséquences de ça. Le fait qu'on dise que dans le fichier électoral, il faut qu'on le mette à jour, ça, c'est du ressort du politique. C'est au ministre de l'Intérieur d'engager les procédures par rapport à ça. Moi, ce qui est peut-être de mon ressort, c'est de mener un plaidoyer ou encore de chercher à avoir des éclaircissements, notamment sur le budget, que j'ai trouvé particulièrement élevé. Ça relève de ma responsabilité, mais le reste relève essentiellement des décideurs. J'avais également des questions concernant, vous venez de dire, vous avez reconnu que pour une fois au Gabon, en moins de 48 heures, moins de 24 heures plus tard, nous avons eu des résultats. Et vous étiez le premier à contester l'OPEC et les militaires, le CTRI avaient remis l'organisation des élections ça demeure, hein. Au ministère de l'Intérieur, en décriant, je cite vos propos, Herman Ibongo était un PDG. Remettre les élections au ministère de l'Intérieur, c'est mettre encore au PDG au devant de la scène. Aujourd'hui, on a quand même vu ce ministère de l'Intérieur rendre des résultats 24 heures après. Est-ce que là également, il ne fallait pas rectifier un peu vos propos? Deuxième question, vous avez dit que la province du Haut-Ogooué a toujours gardé son... Dans certaines circonscriptions, oui. Mais quand on regarde un peu le classement, en fait, il y a le Wallenberg qui est à la Palme d'Or, et puis la province de la Nyanga, que vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu ambivalent? Non, en fait, là, je parlais du taux de participation de 100%. Parce que le fait que certaines provinces soient au-dessus, on ne va pas forcément enregistrer dans cette circonscription plus de centres de vote ou des villes où on a eu des 100%. Si on parle en termes de 100%, on fait le ratio. Du côté du Haut-Togo, je pense que c'est plus important. Les autres, ça a mobilisé. On a eu aussi des 100% dans certaines circonscriptions. Mais, parlant de la province du Haut-Togo, c'était pour faire un parallèle avec ce que nous avons déjà décrit en 2016, comme je l'ai souligné dans la présentation. Je voulais terminer, j'avais une troisième question. Vous aviez dit également que vous deviez convoquer dans le cadre de vos activités parlementaires, le ministre de l'Intérieur. Oui. On a bien vu, pratiquement 2 jours, il y a une autre du service qui décrit la chronique avec un PCA qui s'est permis de demander 46 millions de francs CFA pour les élections référendaires. Est-ce que c'est du ressort du ministère de l'Intérieur qui a demandé au PCA? Et quand on sait qu'avant le vote, le président, lorsqu'il avait reçu certains responsables de l'administration du ministère du Budget, le président avait demandé qu'il ne voudrait plus ces pratiques-là. Et aujourd'hui, on a bien vu un PCA qui n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur, qui a pu demander de décaisser 46 millions. Où est la responsabilité là de M. Herman Ibongo? Ah non, mais... Non, mais moi, quand je parle du... Vous avez parlé du budget, bien entendu. Oui, non, je parle du budget qui a été adopté au niveau du Parlement, de 27 milliards, pour lequel je n'ai pas voté pour. Parce que j'ai trouvé ça excessif, c'est mon avis. Maintenant, il est important qu'on vienne nous éclairer. Peut-être qu'en le trouvant excessif, j'ai fait une mauvaise lecture. Mais il me faut, aujourd'hui, il faut qu'on informe à la population gabonaise comment est-ce que ce budget a été utilisé. L'a-t-il été utilisé en entièreté? Est-ce qu'il a été affecté uniquement aux opérations électorales?
Est-ce qu'il a été affecté à la fois aux opérations électorales et peut-être à la redynamisation de certaines structures relevant du ministère de l'Intérieur, d'autant plus que c'est dorénavant ce ministère qui va organiser les élections. Je parle de préfecture, je parle des gouvernorats, des sous-préfectures et autres. Donc l'idée, en fait, c'est de quand même rendre compte au peuple de comment est-ce que cet argent a été utilisé. Maintenant, en ce qui est de mon opposition au fait que l'élection revienne au ministère, mais mes inquiétudes demeurent. Mes inquiétudes demeurent. Ce n'est pas ce qui fait que le ministre de l'Intérieur ne soit plus membre du PDG, il est toujours. C'est pas aussi ce qui a fait en sorte que moi, en tant qu'acteur civique, je ne puisse pas continuer à nourrir des inquiétudes. Parce que j'ai été mordu à plusieurs reprises dans les urnes par le serpent Bongo PDG. Donc je suis toujours prudent. Si, pour une élection qui portait sur nos droits et libertés, mais qui n'avait pas d'intérêt personnel, ça s'est bien passé, la prière qui est mienne, c'est que ça se passe également de la même façon pour les autres élections qui, cette fois-ci, vont porter sur la désignation des hommes. Parce que là, il n'était pas question de désigner quelqu'un. Donc, l'impact est moins important que dans notre psychologie et sociologie. Que quand il s'agit de désigner des personnes à des responsabilités importantes. Ce que le ministre a fait, je l'ai félicité, c'est déjà une très bonne chose. La prière, c'est de garder maintenant aussi le même élan pour les autres élections. Donc quand on va arriver à la présidentielle, si on a pu aujourd'hui avoir des résultats en moins de 24 heures, bah, il faudra qu'on arrive aussi à garder le même rythme, avoir les résultats en moins de 24 heures pour la présidentielle, pour les législatives, pour les locales, puisqu'on a réussi à faire la démonstration que c'est possible en moins de 24 heures, malgré l'état de nos routes, parce que c'est souvent le moyen qui était évoqué, non? Oh, l'état de route, le temps d'aller chercher les résultats, mais comment là, en moins de 24 heures? Bon, c'est vrai qu'on va dire, certaines routes sont rendues aujourd'hui accessibles et autres, mais est-ce que cela l'est pour toutes les circonscriptions? Je ne pense pas. Donc, malgré ces difficultés, on a quand même pu avoir en moins de 24 heures tous les résultats, c'est à féliciter. On attend maintenant le ministère lors des prochaines élections. Et puis, ne perdons pas de vue qu'on a quand même le code électoral qui va être revu. Assurément que dans le cadre de l'examen de ce code électoral, il y a des choses qui vont être revues pour améliorer la représentativité et la participation de tous les acteurs à une élection. Et que pensez-vous de l'avis de l'ancien Premier ministre Dali Bongo, qui n'a pas le cité à l'interview? Il disait qu'il demande à la communauté internationale de rejeter ces résultats. Mais c'est bien, hein, vraiment, la transition permet à certains de s'exprimer. C'est très bien et vraiment, il faut féliciter M. Billy Binze. Je pense qu'il est le premier à avoir été libéré par les militaires parce qu'il retrouve finalement son pouvoir d'expression qu'il avait perdu pendant toute sa gouvernance. Donc je pense qu'il est le premier à féliciter Oligui parce que sans lui et sans le CETRI, Billy Binze ne s'exprimerait pas avec aisance aujourd'hui. Maintenant, j'arrive. Il demande de rejeter les résultats de l'élection référendaire. Sur quelle base est-ce qu'il évoque les moyens pour pouvoir les rejeter? Pardon? Oui, mais tronqué, ça c'est sa spécialité. Je ne suis pas surpris des propos venant de Billy Binze, puisqu'il n'arrive jamais à démontrer ce qu'il dit. Il est spécialiste en matière de manipulation. Ça, c'est reconnu de tout le monde. Une inconstance politique à ne pas en finir, parce que c'est de par cette inconstance qu'il a pu gravir les échelons partant du RNB, j'en passe. Il y a tellement de maisons par lesquelles il est passé qu'il m'est difficile de toutes les retenir. Mais, tout compte fait, ce sera important qu'il apporte les éléments liés justement à ces résultats truqués. Et j'espère qu'il va commencer à apporter les éléments dans sa circonscription électorale. Il n'a même pas pu atteindre 16%. Qu'il arrive à démontrer dans sa circonscription électorale, avant que d'arriver au niveau national, comment est-ce que les résultats ont été truqués dans son village, dans sa circonscription électorale, pour que lui, le grand chantre du nom, se retrouve avec 16%. Quand il va finir de faire cette démonstration, je pense que sur la base de ça, il aura des arguments pour pouvoir sous-tendre
qu'au niveau national, l'élection a été tronquée. Donc moi, j'attends M. Billy Binze qu'il vienne justement nous faire sa démonstration dans son bureau de vote, dans son centre de vote, où il a obtenu 16%, qui vienne expliquer aux Gabonais comment est-ce que l'élection a été tronquée chez lui pour qu'il arrive à avoir 16%. Mais voyez-vous, le contentieux de 2016 est toujours pendant. Si sincèrement Billy Binze avait un peu de compassion pour le peuple gabonais et ce qu'ils nous ont fait subir en 2016, il commencerait par faire la lumière sur les élections de 2016. Parce qu'en 2016, on avait tous les moyens, on avait tous les éléments pour démontrer que cette élection a été frauduleuse. Et c'est Billy Binze qui passait sur tous les plateaux pour dire qu'il n'en est rien du tout, tout s'est bien passé, ainsi de suite. Dans la vie, il n'y a pas que la politique et la manipulation. Je me rends compte que j'ai pensé à tort, que la transition permettait aussi de restaurer les mentalités. Mais quand je vois l'attitude de Billy Binze, je comprends en fait que sa mentalité est forgée dans du marbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, il n'y a aucune solution chimique pour amener et restaurer la mentalité de ce monsieur. Ce n'est pas possible. Scientifiquement, il nous demande que ce n'est vraiment pas possible. Mais bon, on va continuer à réfléchir en laboratoire, peut-être solliciter l'expertise de ceux d'Harvard, de la NASA, pour qu'ils arrivent à nous trouver une solution particulière pour M. Billy Binze, afin de l'aider à restaurer sa mentalité. Son attitude est une insulte envers les défenseurs des libertés que nous sommes, nous qui l'avons subi en 2009, en 2016, et qu'il arrive aujourd'hui à se produire de cette façon, parce qu'il veut se forger une carapace d'opposants pour se mettre à l'abri de quelconque poursuite, parce que c'est ça, et avoir un statut de leader de l'opposition, mais qu'il sache que la constitution qu'on a adoptée, qui consacre dorénavant un statut pour l'opposition, nous, on ne s'est pas battu à l'adopter pour que lui soit le leader de l'opposition. Si c'est le statut-là qu'il recherche. À la fin, on va se battre pour que les Gabonais expriment leur voix, mais on se battra aussi en parallèle pour que lui, là, il n'ait jamais ce statut. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui traîne autant de casseroles, qui a soutenu ce qui est unique, qui est le dernier des premiers ministres qui a validé le bulletin unique, privant les Gabonais de leurs droits, qui avait pendant 14 ans l'opportunité de faire vivre aux Gabonais la sensation d'une élection référendaire, ne l'a jamais fait. Et qu'il arrive aujourd'hui, chercher à avoir une virginité politique en surfant sur l'émotion des compatriotes, je trouve ça très malsain. Mais comme je l'ai dit, ce qui est malsain, c'est Billy Binze. Donc si Billy Binze ne fait pas ça, ce n'est plus Billy Binze. Je serais surpris quand je verrai Billy Binze honnête. Je serais surpris. Mais tant qu'il reste dans son schéma, il faut que les Gabonais arrivent à comprendre que c'est sa nature. Commencez à vous méfier du monsieur quand il va commencer à changer. Quand il va devenir un peu plus franc, plus cohérent, là on va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être parce qu'on aurait consacré dans la Constitution le régime cultuel, donc des cultes, des religieux, que les religieux et les traditionnalistes se sont unis pour délivrer Billy Binze, pour qu'il puisse, il arrive à changer. Mais c'est aussi mon plaidoyer auprès des traditionnalistes et des religieux pour porter Billy Binze en prière, afin qu'il devienne un citoyen normal et qu'il sorte en fait, de ce milieu qui ne le correspond pas. Il faut qu'il arrive à faire la transition. Donc, pour Billy Binze, vous allez l'écouter comme ça, c'est sa nature. Vous produisez le reste, c'est plus sa personne, donc il ne peut pas se dénaturer. Alors, tout de même, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien ministre, notamment lorsqu'il exige un audit du fichier électoral? Mais en fait, mais qu'est-ce qu'il apprend? L'audit qu'il exige là, nous on l'a exigé quand il était Premier ministre. Mais il ne nous apprend rien. C'est nous qui avons commencé par exiger l'audit du fichier électoral, et lui s'est toujours opposé à l'audit du fichier électoral, estimant que tout était bon. Les arguments qu'il reprend, qu'est-ce qui est nouveau que nous n'avons pas porté? Moi, c'est un peu la gêne qui est la mienne quand je vois l'attitude de certains compatriotes. Qu'est-ce que Billy Binze apporte de nouveau comme information? Il prend des informations et des arguments que nous avons utilisés contre lui quand il était Premier ministre pour en devenir ambassadeur. Moi, ce que je veux avoir comme information nouvelle, c'est qu'ils nous disent qui a gagné l'élection en 2009. Comment est-ce qu'ils ont fait pour frauder en 2016? Les morts de 2016, finalement, ils changent d'avis
Il y en a ou bien il n'y en a pas eu? Parce qu'en 2016, ils faisaient le tour des plateaux pour dire non, on raconte de tout et de n'importe quoi. Ce sont ces types d'informations que nous, on attend de Billy Binze pour nous montrer en fait qu'il est devenu compatissant et qui compatit à notre douleur. Mais si c'est pour reprendre les arguments que nous on a utilisés contre lui et en devenir ambassadeur, je trouve ça insultant parce qu'il est en train de salir nos arguments. Donc, nous, on attend ces arguments à lui, qu'il laisse nos arguments là où ils sont. C'est nous-mêmes qui continuons de les porter. Moi, je vous ai parlé du fichier électoral. Est-ce que j'ai eu besoin de Billy Binze? Parce que c'est le même combat que je mène avec d'autres acteurs de la société civile depuis des années. Maintenant, lui, il vient s'incruster là-dedans. Est-ce qu'on l'a invité? On ne l'a pas invité. Quand on le saisissait en 2000, quand il était Premier ministre et autres, c'est là où on l'attendait. Qu'il laisse nos choses tranquilles. Qu'il parle de ces choses. Sa comptabilité pendant sa gouvernance, c'est ce qu'on veut savoir. Comment est-ce qu'ils ont contribué à endetter notre pays de cette façon? Quand ils sont arrivés en 2009, la dette du Gabon était à 1300 milliards de francs CFA. Ils sont partis, quand ils ont été enlevés, on était à plus de 7000 milliards de francs CFA. Donc, pendant 14 ans, notre dette a connu une croissance de plus de 6000 milliards de francs CFA. On veut savoir où cet argent est parti. Le CETRI, tout à l'heure, récemment, il y a quelques jours, a dû anticiper le paiement de 180 milliards pour l'eurobond, qui a une valeur de 376 milliards. Un eurobond qui a été pris en 2015. Mais le CETRI est obligé parce que c'est la continuité de l'État. 2025 est une année qui sera difficile parce que plusieurs engagements financiers pris il y a 10 ans par les gens de Billy Binze arrivent à échéance en 2025. Et les bailleurs de fonds ne cherchent pas à savoir si c'est la transition, si ce n'est pas la transition, c'est l'État gabonais, vous allez rembourser. Voilà comment est-ce que, au lieu que cet argent que le CETRI arrive à capter aujourd'hui sert à continuer à financer des programmes pour aider les Gabonais à sortir de leur situation, on prend cet argent pour venir payer les dettes des gens comme les BIC qu'ils ont contractés sous le système. Billy Binze est celui qui sort aujourd'hui. En fait, on a besoin qu'il nous apporte des éclaircissements là-dessus, pas qu'il vienne nous distraire avec ce qu'il est en train de faire. Mais je le dis, on va se battre. Si c'est le statut de chef de l'opposition qu'il recherche là, il va gratter, il va cogner, comme on dit, l'os du cochon. On a des personnes qui sont dans la société civile et dans la politique, je parle des leaders politiques qui sont là depuis. Je trouve indécent que le futur leader de l'opposition soit quelqu'un qui n'a même pas rendu des comptes après avoir contribué à détruire le pays. C'est trop facile. Bon, on va se battre pour ça, on sera sur les deux fronts. Mais lui, moi particulièrement, un regard particulier sur sa personne. Vraiment particulier. Si le CETRI a été gentil avec les PDGistes du système déchu, ça c'est le problème du président de la transition et les militaires. Mais cela ne va pas nous être imposé à nous, qui sommes des acteurs civils et des citoyens. Parce que ces gens-là nous ont causé du tort. Et nous n'allons pas les laisser tant qu'ils n'ont pas rendu au peuple et pensé les blessures du peuple. Si le CETRI est gentil avec eux, c'est le problème du CETRI. Nous, on n'est pas là pour suivre ce que le CETRI fait. Nous sommes citoyens et Billy Binze doit nous rendre des comptes. Merci encore pour votre attention.